concierge surmontait chaque table ronde, plantée dans un amas de cire fondue, toujours plus haut, comme un volcan dans sa lave pétrifiée. Des grappes d'hommes s'agglutinaient dans le fond pour hurler, encourager, parier, autour de petites boîtes en fer rouillées dans lesquelles s'affrontaient des scorpions noirs. Un peu à l'écart, 3 individus, emmitouflés dans leurs manteaux d'un vert sombre, bavardaient calmement, une chope de bière à la main. Simon en a racheté une l'autre jour, dit celui qui portait une barbe brune. C'est vrai, combien l'a-t-il payé? Demanda son acolyte. Un kyste volumineux lui déformait la joue, comme s'il avait un morceau de pain coincé à l'intérieur de la bouche. Je ne sais pas mal de pièces, je pense, et des services en plus, mais elle les vaut à ce que j'ai entendu dire. Le troisième larron, plus discret, se pencha vers eux. La flamme de la bougie lui éclairait le visage par en dessous. Plusieurs cicatrices récentes lui déformaient les traits. Quel âge a-t-elle? Moins de 10 ans. Simon l'a récupérée dès qu'elle a échoué au test. Elle supporte bien l'anneau ombilical? Apparemment, oui. Elle parle? Interrogea l'homme au kyste. Barbe brune vida sa chope en terre cuite encerclée de bois. Qu'est-ce que j'en sais? Souffla-t-il, en ponctuant sa phrase d'un mot sonore, d'un rot sonore. L'homme aux cicatrices enchaîna. Il paraît que les ours-cargots ramènent de plus en plus de ces gamins depuis le nord. À ce rythme-là, la quête sera bientôt achevée. Il paraît aussi que des gosses se sont rassemblés par endroits et qu'ils résistent à nos patrouilles, confia Barbe Brune. Ils s'organisent, s'étonna l'homme au kyste. Même à plusieurs, ça reste démouflé. Regarde nous autres, elle ne nous a pas fallu 2 mois pour qu'on se retrouve tous. Parce que la reine a émergé tout de suite, rappela l'homme au kyste, parce qu'elle a fait allumer les brasiers du rassemblement pour que la fumée nous guide. 3 mois plus tard, nous avions déjà mis en place un système de troc et de monnaie. Nos villages sortaient des carrières et des bois. Nous sommes évolués, pas comme ces petits sauvages. Sauf que personne n'est fichu de se souvenir de ce qui s'est passé avant le cataclysme, s'énerva l'homme au kyste. Une armée d'adultes amnésiques, tu trouves ça évolué, toi? Et si les gamins savaient, s'ils se souvenaient de qui nous sommes, d'où nous venons? Les 2 compagnons d'alcool n'eurent pas le temps de répondre. Une silhouette assise à la table d'à côté se pencha vers eux. Elle arborait une grande cape à large capuche en velours épais d'un rouge écarlate. L'avenir est bel et bien dans ses enfants, fit une voix sèche et sûre d'elle au fond de la capuche. Mais pas dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils sont. Qui, de mains fines et couvertes de veines noueuses, surgirent de sous la cape pour abattre le masque d'ombre. L'homme avait la 50aine, joues creusées, lèvres presque inexistantes et nez pointu. Des sourcils blancs et broussailleux durcissaient encore son regard et une plaque d'acier parfaitement moulée à son crâne remplaçait ses cheveux jusqu'à sa nuque. Hello. Bonne soirée à toi aussi. Oui.
baissèrent le regard. « Pardonnez-nous, fit l'homme autiste, nous ne savions pas que vous étiez un soldat de la reine. » Un conseil spirituel de sa majesté Malronce. Messieurs, apprenez à reconnaître cette coiffe qui empêche nos pensées d'être lues. J'ai entendu votre conversation et je vous trouve trop bon à accorder à ces enfants une intelligence et une connaissance qu'ils n'ont pas. N'oubliez jamais qu'ils ne sont que vermine, l'anarchie. Nous sommes reconstruits en toute hâte et sur un équilibre fragile, et ces enfants pourraient bien tout détruire. Aussi, n'ayez pour eux aucune pitié. Dans le fond de la salle, les paris prirent fin et des cris de joie et de colère retentirent. Le conseiller attendit un court instant avant que la clameur se dissipe, puis ajouta: « Si ce n'était que moi, il n'y aurait aucun enfant esclave dans nos rues. Que ceux qui ne peuvent servir la quête périssent également. » Oui, s'emporta l'homme aux cicatrices, qu'on les égorge tous. Point de salut pour la jeune vermine, conclut le conseiller. En épargner un, même asservi, c'est épargner leur espoir. Tous approuvèrent, conquis par le charisme inquiétant de l'individu. Lorsqu'ils ressortirent dans la tiédeur du soir, Barbe Brume et l'homme aux cicatrices décidèrent de rallier une tente militaire à la sortie du village et ils s'engagèrent sur le champ dans l'armée de la reine Malronce. Il en était ainsi. Dans le royaume des hommes, il suffisait de quelques certitudes et d'un ennemi désigné pour rassurer les esprits vides ou troublés par l'ignorance. Toutes les peurs se focalisaient alors sur cette cible à combattre. Pour l'heure, capturer autant d'enfants que possible pour servir la quête, pour servir la reine. Première partie, l'Empire végétal. Chapitre 1. Une trop longue route. Le monde avait beaucoup changé en seulement 6 mois. Matt Carter avait vécu les 14 années de son existence dans l'immense ville de New York, entre asphalte et structures d'acier et de verre, dans le cocon de la civilisation, le confort de l'électricité, des repas chauds et réguliers, sous la protection des adultes. Les adultes, qu'étaient-ils devenus à présent? Ceux qui avaient survécu à la tempête, des créatures primaires et sanguinaires pour certains, et d'autres des cyniques, des chasseurs d'enfants. 10 jours déjà qu'ils marchaient vers le sud en compagnie d'Ambre et Tobias. Matt était grand pour son âge, ses cheveux bruns, trop longs, lui fouettaient le visage à chaque coup de vent, parant son regard sombre et déterminé. Ambre, de son côté, avait la peau aussi blanche que celle de Tobias, était noire. Des boucles blondes aux reflets roux sur un minois séduisant construit autour de ses grands yeux verts. Tobias, au contraire de son ami d'enfance, se trouvait trop petit. Un fin duvet de poils commençait à lui dessiner une ébauche de moustache. Ils formaient un groupe solitaire, l'Alliance des Trois. Plume, la chienne grande comme un poney, portait leurs sacoches. Les vivres manquaient. Pour l'eau, ils se ravitaillaient au gré des rivières qu'ils longeaient. Mais viande séchée et
civilisés n'occupaient guère plus qu'un fond de sac. 10 jours qu'ils avaient quitté l'île des manoirs, leur sanctuaire, le repère de leurs amis, d'autres adolescents, des bancs, comme ils se nommaient. 10 jours qu'il s'ouvrit une voie entre les hautes herbes à travers les bois, à gravir des collines pour les redescendre aussitôt. Matt s'était attendu à découvrir une faune surprenante, et pourtant les animaux autour d'eux gardaient leur distance. Quelques cris mystérieux au crépuscule, des formes fugitives sous le couvert des fougères, rien de singulier pour un pays à ce point transformé. La nature avait repris ses droits avec plus de vigueur qu'elle n'en avait jamais manifesté. Les plantes recouvraient tout, les moindres vestiges de la société des hommes disparaissaient. Les bêtes s'étaient transformées, plus fortes, plus dangereuses. Des espèces avaient émergé de la tempête. Les humains redécouvraient la peur d'être une proie facile. La journée touchait à sa fin quand le trio décida d'établir son bivouac dans une invratuosité à flanc de coteau. Tobias, ancien scout, faisait office de préposé au feu, tandis qu'Ambre préparait la nourriture et Matt le couchage. « Nous n'avons plus de biscuits secs, » avertit la jeune fille. « Même en continuant le rationnement, nous ne tiendrons qu'un jour, peut-être 2. Je répète ce que je proposais hier, on s'arrête une journée entière pour poser des pièges, pour chasser, intervient Tobias, qui disposait à ses pieds le bois qu'il venait de ramasser. Pas le temps, contre Matt. Mais enfin, qu'est-ce qui te pousse à nous imposer ce rythme, voulut savoir Ambre. Mon instinct, nous ne pouvons tarder. On nous suit de près. Ambre échangea un regard inquiet avec Tobias. Cette chose, dit-elle d'un ton plus bas, ce Robert-Roden comme tu l'appelles, c'est ça que tu crains. C'est ainsi qu'il s'appelle, je l'ai su à travers mes rêves. Tu le dis toi-même, il s'agit de rêves, peut-être que c'est le fruit de tes angoisses et... Ne crois pas ça. Il contraint immédiatement. Il existe, souviens-toi, c'est lui qui a attaqué le village des Pans au nord. Il me cherche. Il n'est pas vivant comme toi et moi. Il est à cheval sur notre monde et un univers différent, plus sombre. En tout cas, il leur projette des images et même communique par les rêves. J'ignore pourquoi, mais je l'ai vécu et je sens qu'il est sur nos talons. Et pour les vivre, comment va-t-on faire? Interrogea Tobias. Faut bien qu'on mange. On trouvera. Sur quoi Matt jeta son manteau sur les duvets qu'il venait d'installer et s'éloigna de l'abri. Ambre et Tobias se regardèrent. Il n'a pas l'air de bien supporter le voyage, tu ne trouves pas? Demanda Tobias. Il dort mal. Je l'ai entendu gémir la nuit. Tobias laissa apparaître son étonnement. Comment Ambre pouvait-elle en savoir autant sur son ami? Ils dormaient pourtant tous ensemble. Décidément, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Dis Ambre, tu crois vraiment qu'on va
nous aurions dû rester sous la protection de l'île des manoirs. 1 heure plus tard, les flammes léchaient le bois qui crépitait. La nuit tombait lentement autour du campement. Chaque jour, Tobias s'émerveillait de constater à quel point la planète avait changé. Le soir, les étoiles surgissaient du néant comme il ne les avait jamais vues, nombreuses, vives, d'un contraste saisissant. Au fil des siècles, les hommes avaient oublié à quoi pouvaient ressembler les cieux sans la lumière des villes, sans la pollution. Tobias se remémora ce que son chef scout lui disait. Pour contempler les astres, la flamme d'une bougie à 25 kilomètres suffit à fausser notre perception. Désormais, Tobias pouvait admirer ce que ses lointains ancêtres craignaient et vénéraient tout à la fois. Un pur écrin de ténèbres hantait de milliers d'âmes insaisissables. Parce que le ciel cessa, les coulisses infinies de notre vie terrestre, l'écho quotidien de nos limites. Ils étaient tous les trois blottis dans leur duvet, autour des braises rougeoyantes, le ventre à moitié rempli seulement, et attendaient que le sommeil vienne les saisir. Plume s'étira en grognant et se laissa choir dans l'herbe en soufflant. Comme chaque nuit, depuis leur départ, les doutes et l'angoisse peuplaient leur esprit, regardant sans cesse le moment de basculer dans l'inconscience. 2 journées s'écoulèrent encore avant que leur provision ne s'épuise. Chemin faisant, ils longèrent les arbustes abritant de grosses baies brunes et orangées. Chaque fois qu'ils avaient découvert pareille tentation, Ambre avait empêché ses compagnons de se servir, insistant sur leur méconnaissance des fruits comestibles et toxiques. Nous ne sommes pas des longs marcheurs, ces bancs qui vont de clan en clan pour faire circuler les informations, répéta-t-elle. Nous n'avons pas les connaissances pour prendre ce risque. Ah bon, ironisa Tobias d'un air glacé. Je peux te demander ce qu'on va manger aujourd'hui. Un peu de patience. Mais ça va venir. Quand? Demain? Dans 3 jours? Quand on sera mort de faim? L'épuisement les rendait prompts à s'emporter. Matt calma tout le monde en levant les mains. Nous allons chasser. Je crois qu'on n'a plus le choix. Toby, peux-tu attraper quelque chose en une matinée? Je vais essayer. Pendant que ces 2 amis installaient un campement sommaire, Tobias s'éloigna entre les buissons du bois pour poser des collets. Il prit soin de repérer ses pièges et rentra attendre ce qu'il espérait être une moisson de petits gibiers. Ambre et Matt parlaient de l'altération quand il les retrouva. L'altération, ce changement subtil et progressif qui avait transformé la vie de bien des pans pour les doter de capacités quasi naturelles, surnaturelles. Tu crois que les autres villages ont développé l'altération? Demanda Matt. Ce qui s'est passé chez nous s'est forcément produit ailleurs, à un autre rythme. Cela dit, je suis convaincu que bon nombre de pans sont aujourd'hui capables de maîtriser leurs nouvelles capacités. J'ai posé 5 collets. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, annonça Tobias. Ils discutèrent, reposant leurs jambes lourdes. Cette halte venait au bon moment. Les pieds meurtris, les cuisses et mollets douloureux. Il n'en pouvait plus. Bien qu'il fût nerveux, Matt tentait de le dissimuler aux autres.
chaque minute qui passait sans courir de la distance, sans couvrir de la distance, était du temps perdu. Il craignait le Robert-Hoden. Depuis leur départ, pas une nuit ne s'écoulait sans qu'il en rêve. Il voyait sa forme flottante au-dessus d'une clairière. Les ombres de son visage osseux et effrayant se tournèrent vers lui et lui répétèrent de sa voix glaciale: « Viens à moi, Matt. Je suis là. Viens, viens en moi. » Malgré son angoisse, Matt sentait cette pause nécessaire. Il ne pouvait continuer à ce rythme sans ménager leur corps, d'autant que le pire restait à venir: traverser la forêt aveugle. Soudain, Matt remarqua l'absence de sa chienne. « Vous avez vu Plume? Ça fait un moment qu'elle n'est plus là, » s'inquiéta-t-il. « Non, c'est vrai, je l'avais oublié, » avoua Tobias. Ambre, qui venait de s'entraîner à contrôler son altération, comme souvent après le repas, releva la tête. « Non, c'est vrai. Tu la connais. Elle sait prendre soin d'elle-même, détends-toi. Elle doit être en train de chercher sa nourriture. » Le museau hirsute de la chienne fendit le rideau de fougère quelques minutes plus tard. Tenant un petit lapin entre ses mâchoires, elle déposa son offrande aux pieds de Matt. « T'es vraiment une chienne exceptionnelle, tu le sais, n'est-ce pas? Merci, Plume. » La chasseuse s'ébroua et alla s'étendre à l'ombre, visiblement aussi épuisée que ses équipiers humains. Tobias avait les yeux brillants à l'idée de manger de la viande fraîche. « Et maintenant, comment on procède? Je suppose qu'il ne faut pas cuire la fourrure. »« Il faut le préparer, » lança Ambre d'un ton plein de sous-entendus. « Tu veux dire lui arracher la peau, lui sortir les boyaux et le décapiter ?» fit Tobias en grimaçant. « Exactement. » Constatant que les deux garçons affichaient une moue de dégoût, elle soupira. « Très bien, j'ai compris, je m'en charge. Tobias, allume donc un feu. » Ils firent la sieste pour digérer et personne ne proposa de se remettre en route, pas même Matt, qui dormait blotti contre le pelage soyeux de sa chienne. En fin d'après-midi, Tobias alla vérifier ses pièges et revint bredouille et dépité. Ils finirent le lapin le soir même et s'endormirent dans le ramage des rapaces nocturnes et le brouhaha des autres créatures nouvelles. Tandis que, sous le vent, les feuillages bruissaient mollement. Matt ouvrit les paupières lorsque la fraîcheur se fit plus pénétrante. Plume s'était éloigné dans la nuit et il s'était serré contre Ambre sans s'en rendre compte, son nez contre sa nuque, enfoui dans les cheveux blonds vénitiens de la jeune fille qui lui couvrait une partie du visage. Malgré les 12 jours de marche, sa peau sentait bon. Heureusement qu'elle était là pour nous inciter à nous laver à chaque rivière qu'on croisait, songea-t-il, l'esprit embué par le sommeil. J'aime son odeur. Et si elle se réveillait maintenant, que penserait-elle? Matt se recula doucement, quitta la chaleur de son dos. Il faisait encore nuit. Quelle heure pouvait-il être? 2 heures du matin. Plus tard. Les feuilles s'agitaient avec plus de vigueur que la veille. Les oiseaux s'étaient tus et il fait étrangement frais. Matt se redressa et perçut un soupçon d'humidité sur son front. Il commence à pleuvoir. Il ne manquait plus que ça.
besoin, c'est tout. Tobias, voilà au secours d'Ambre. Elle a raison. Si j'ai bien retenu un truc de mes années de scout, c'est qu'on ne va jamais plus vite qu'un orage. Matt regarda ses amis, ramassaient leurs affaires en vitesse et sondaient les environs en quête d'un rocher. Tobias siffla pour les faire venir à lui. Il tenait son morceau de champignon lumineux au-dessus de lui et désigna un gros tronc d'arbre renversé sur une énorme souche. L'ensemble constituait un excellent refuge cerné de hautes fougères. Ils s'y installèrent et Matt posa la main sur le champignon qui diffusait une lueur d'un blanc si pur qu'elle semblait spectrale. « Range ça, on va nous repérer. » Tobias s'exécuta à contre-cœur et ils se serrèrent les uns contre les autres, Plume servant de dossier. La pluie se mit à ruisseler et les éclairs illuminèrent la cime des arbres. Le tonnerre roula si puissamment qu'il en fit trembler la terre sous le petit trio. « Waouh !» lâcha Ambre, ça file les jetons. Dans la clarté subite et intense, l'écorce grise des troncs luisait comme une peau de serpent. Les branches crochues se transformaient en mains squelettiques. Les feuilles frémissaient comme autant d'ailes. Tout l'environnement changeait d'aspect à mesure que l'orage le survolait. La foudre tomba à 10 mètres de Matt, accompagnée d'un vacarme assourdissant, et un châtaignier se fendit en deux. Les trois amis se recroquevillèrent contre Plume qui tremblait. Le déluge s'abattit autour d'eux. Des dizaines de rigoles boueuses ruisselèrent à toute vitesse sur la pente. Les trois adolescents s'emmitouflèrent sous une couverture, les pieds encore au sec. « Tu vois, c'est juste un orage, » fit Ambre à l'intention de Matt. « Il est sacrément violent en tout cas, » intervint Tobias. « Moins fort, » commanda Matt, toujours peu rassuré. « Qui veux-tu que je dérange avec un boucan pareil ?» rétorqua Tobias en haussant le ton pour prouver à son camarade qu'il ne risquait rien. De puissants phares jaillirent au-dessus d'eux, balayant les fourrés environnants. Tobias sursauta et demeura bouche bée de surprise autant que de peur. « Un échassier !» murmura Matt en saisissant la poignée de son épée. Les deux rayons blancs rasèrent le tronc qui les dissimulait et continuèrent à sonder le sol. « Il ne nous a pas repérés, » chuchota Matt avec une pointe d'espoir. « Qu'est-ce que c'est ?» s'informa Ambre en frissonnant. La garde rapprochée du rhododendron. Ce sont leurs yeux qui produisent cette lumière. Il ne faut pas qu'ils nous voient, sinon ils nous encercleront. Et en un instant, chaque fois qu'on les a croisés, ils n'étaient jamais seuls. Restez là et ne bougez surtout pas. Une silhouette haute de 3 mètres surgit devant l'ouverture. L'enveloppait dans un long manteau noir à capuche. Elle posa l'une de ses échasses sur le sol, juste sous le nez des adolescents. Celle-ci était recouverte d'une épaisse peau laiteuse. Ce nez se terminait par 3 appendices semblables à des pouces qui s'enfoncèrent dans la terre pour se stabiliser. Craignant qu'elle ne hurle, Matt couvrit la bouche d'Ambre de sa main. Les projecteurs se posèrent sur les vestiges du feu qu'avait fait plus tôt Tobias dans la journée. L'échassier émit un gémissement contre celui, comme celui d'une baleine, et on lui répondit au loin, par-delà le fracas de l'orage. Un
deuxième échassier apparut à grandes enjambées, plus rapide qu'un homme au sprint, et fondit sur le campement. Une main aux doigts interminables s'élança depuis le manteau pour palper les bûches éteintes. Son bras opalin s'avançait sans fin, mu par d'étranges mécanismes télescopiques. Là, il était là, s'écria une créature d'une voix de gorge presque inaudible sous l'orage. 3 éclairs consécutifs frappèrent le foyer éteint, projetant des gerbes d'étincelles de tous côtés. Soudain, la pluie se fit moins violente et le vent diminua. Les gouttes cessèrent brusquement. Un tapis de brume dévala la forêt, stagnant à 1 mètre au-dessus de l'herbe. Puis une forme se coula entre les arbres, longue et noire. De là où ils étaient, aucun des 3 amis ne pouvait la distinguer. Pourtant, Matt sut qu'il s'agissait du rhododendron. La brume s'enroula autour des échassiers et la forme vint flotter tout près de l'abri. Là, Seigneur, là, ils étaient là. Je le veux, gronda une voix gutturale. Trouvez-le, je le veux. Son cri résonna dans la nuit, et même la brume en sursauta. Les 2 échassiers se mirent en mouvement, explorant les recoins alentour de leurs yeux aveuglants. Ils vont vers le sud, nota Matt. 3 autres échassiers suivèrent, puis encore 2. La brume se mit à glisser à leur suite, et dans un claquement de drap mouillé, la forme noire fila dans l'obscurité. La pluie réapparut instantanément, abondante et tourbillonnante sous la force du vent.